Le peuple a parlé, et l'humble serviteur que je suis s'exécute. Cette première vidéo d'une longue série reprendra le siège de Vrax à son commencement, dans une version plus qualitative et plus longue, qui je l'espère vous régalera. Bon visionnage à vous. Le silence. On n'entendit bientôt plus que lui. Un silence assourdissant. Un monde de l'Imperium s'était tu. Le nœud de communication qu'avait été le monde arsenal de Vrax, par lequel des milliers de messiers psychiques étaient transmis ou reçus dans tout le secteur Scarous, et même au-delà, venaient de cesser d'émettre. Au début, nul n'en prêta attention, car ce genre de phénomène est assez courant au sein de l'Imperium. Le warp par sa nature instable rend coutumier de tels arrêts. Mais lorsqu'aucun régiment de l'Astra Militarum ne reçut de ravitaillement, ce silence devint rapidement problématique. Et on en vint à spéculer que ce monde arsenal, apparemment imprenable, aux réserves de munitions, de véhicules et d'équipements inépuisables, venait de tomber dans des mains encore inconnues. En 366-804 du 41e millénaire, le cardinal astral Borgia décéda et on entendit sonner une dizaine de milliers de cloches à travers tous les sous-secteurs sous son autorité afin de marquer leur chagrin. Car lui qui était vieux au-delà de l'entendement avait su gérer son diocèse durant près de 400 ans, depuis le monde cardinal de Sanartorus dans le secteur Scarous. Et lorsqu'enfin la période de deuil fut passée, on choisit son successeur, un homme du nom de Xaphan, un protégé de Borgia, dont l'ascension rapide dans les rangs de l'Abdetus Ministorum avait été aidée par son influent protecteur. Et avec tout le respect qui lui était dû, Xaphan fut intronisé cardinal astral, mais avant de prendre sa place au sein du conseil, il décréta qu'il effectuerait un pèlerinage de ses nouveaux domaines pour constater par lui-même ce qui avait été fait pour protéger les âmes de ces milliards d'ouailles. Cependant, le diocèse de Xaphan était si vaste que sa grande tournée dura plus de 5 ans, au cours de laquelle il visita de nombreux mondes et bientôt de nombreux cultes fanatiques vinrent s'attacher à son entourage, transformant ce simple pèlerinage en sainte croisade, visant à débarrasser tout le secteur de l'hérésie. Ainsi, les serments du cardinal astral, en particulier sur Trajan Primaris, attirèrent bientôt des centaines de milliers de fidèles. Des émeutes éclatèrent simplement pour l'apercevoir. Rapidement, des milliers de personnes s'engagèrent personnellement à son service. Et d'un monde à l'autre, son entourage se développa jusqu'à atteindre la taille d'une petite armée. Il put ainsi se rendre compte, au milieu de ses fidèles, qu'il pouvait prendre des mesures concrètes contre les hérétiques qui menaçaient le domaine de l'empereur Dieu. Homme prudent, le cardinal fit part de ses opinions à ses conseillers, en particulier au diacre Mammon, un jeune homme qui avait rejoint son entourage sur Trajan Primaris, et qui avait rapidement gravi tous les échelons. Celui-ci encouragea les graines de l'ambition, qui prenaient maintenant racine au sein de Xaphan. Le diacre étant d'accord avec son nouveau maître, que tant de personnes soient prêtes à le rejoindre était un signe. Les gens de l'Imperium ne voulaient plus d'un bureaucrate sans visage pour les diriger depuis un monde lointain. Ils cherchaient un chef capable de lutter contre les dangers concrets qui menaçaient leur existence quotidienne. Ils avaient choisi Xaphan comme chef, et avec une telle masse sous ses ordres, il pourrait déclencher une guerre de la foi qui purifierait le secteur. Mais Mammon lui conseilla de procéder avec prudence. Les intentions de Xaphan, aussi vertueuses soient-elles, seraient mal interprétées par les factions rivales de l'Imperium, qui verraient l'acte d'un homme ambitieux, cherchant à faire progresser son propre pouvoir, et leur jalousie leur ferait même perdre la tête, jusqu'à l'accuser d'avoir violé les termes du décret de passivité, qui interdisait aux membres de l'Abdetus Ministorum de posséder des hommes en armes. Un seul faux pas, lui dit-il, et ces hommes immensément puissants enverraient l'Ordo Recticus arrêter Xaphan. Ainsi, s'il souhaitait que ses rêves deviennent un jour réalité, il aurait besoin d'un endroit sûr, d'où il pourrait les planifier et les préparer. Et naturellement, Mammon connaissait un tel monde, Vrax Prime, dans le sous-secteur Kerak. Une base parfaite à partir de laquelle Xaphan pourrait commencer sa sainte croisade. Lorsque la nouvelle de la visite d'un homme aussi saint
que le cardinal astral du secteur Scarus se répandit sur Vrax. Celle-ci plongea les travailleurs et les pèlerins dans une frénésie de dévotion religieuse. On entendit ainsi sonner de l'aube au crépuscule les cloches de Vrax, appelant les fidèles, et des milliers d'entre eux effectuèrent le long et pénible trajet à travers les désolations de Vanmer jusqu'au port spatial, dans l'espoir de l'apercevoir, grossissant toujours plus la foule qui l'attendait. Quand enfin les premiers transporteurs finement ornés de Xaphan débarquèrent, ce fut toujours plus de magnificence qui éblouit la foule. D'abord les imposantes sœurs de bataille de l'ordre du linceul d'argent, escorte d'honneur du cardinal, puis enfin, émergeant dans un étalage de soieries, de bijoux, de reliques, le cardinal astral et sa cohorte de servants, donnant l'impression qu'il portait sur eux les richesses de tout un monde. L'apparition de Xaphan avait été soigneusement orchestrée par Mammon pour avoir le plus grand impact possible. Sortant de l'obscurité de l'intérieur du vaisseau, il brillait littéralement de la lumière de l'empereur, irradiant la place grâce à un champ d'énergie dorée. Mais pour les hommes et les femmes de Vrax, qui toute leur vie n'avaient connu que le brun et le gris terne de leur monde, c'était la chose la plus merveilleuse qu'ils n'aient jamais vue. Et à l'unisson, les milliers de personnes entourant le terrain d'atterrissage s'agenouillèrent en priant pour adorer le nouveau Messie. Puis, on lâcha de nombreux chérubins, de petits automates au visage angélique qui diffusaient le message de Xaphan jusqu'aux étendues désolées de Vanmer. Et enfin, depuis un promontoire dont il surplombait la foule, il commença son discours. Pendant 3 heures, il leur parla du bon travail qu'ils avaient accompli, énumérant les dizaines de mondes qu'ils avaient sauvés grâce à leur dévouement et à la difficile tâche que l'empereur leur avait confiée. Ce sont eux, prétendait-il, et non les innombrables régiments de l'Astra Militarum ou les nobles chapitres de l'Abdetus Astartes, qui étaient les vrais guerriers de l'empereur. Sans Vrax et son peuple, il n'y aurait pas eu les armes et les munitions et les équipements nécessaires pour mener à bien ces saintes guerres. Et le grand impérium de l'humanité aurait été plongé dans l'obscurité depuis longtemps. Ce que la foule reconnaissante lui répondit par des louanges et des acclamations. Saisissant l'occasion, Xaphan changea son discours afin de délivrer son véritable message. Un message que le diacre Mammon lui avait soufflé pour jeter les bases de la guerre de la foi que le cardinal astral allait bientôt mener. Les louanges et les platitudes avaient disparu, et la lumière dorée qu'il avait fait paraître presque angélique venait maintenant de prendre une teinte beaucoup plus sombre. Un ennemi approchait, leur dit-il, un ennemi qui amènerait la guerre sur Vrax à une échelle jamais imaginée auparavant. De nombreux mondes avaient déjà été perdus, et bientôt Vrax pourrait en faire partie. Un jour prochain, ce seraient eux qui devraient porter les armes pour protéger leur foyer et leur famille, car l'ennemi allait venir sur ce monde. Laissant la foule terrorisée, Xaphan se retira dans la basilique de Saint Léonis l'Aveugle, blotti à l'intérieur de la citadelle. Celle-ci portait le nom d'un saint missionnaire du 38e millénaire qui avait implanté la foi impériale sur le monde. Il avait maintenant une guerre de la foi à planifier. Pendant des semaines, ils travaillèrent en secret. Les mondes et les systèmes en particulier qui montraient des signes d'hérésie furent consciencieusement notés. Finalement émergea un plan, et avec lui le cardinal se mit à douter, face à l'immensité de sa tâche et au risque d'être dénoncé par ses rivaux, car son ambitieux projet nécessitait qu'il outrepasse le décret de passivité. Et une fois de plus, ce fut Mammon qui lui apporta la solution, Vrax. Car ce monde n'avait pas été choisi uniquement pour son éloignement, loin des rivaux de Xaphan, mais en raison de sa grande population et du grand nombre de personnes pieuses. En temps de péril, la basilique de Saint Léonis l'Aveugle pouvait toujours lever une fratrie militia pour protéger les saintes reliques qui étaient conservées. Et après un tel discours, il ne doutait pas que la population, de près de 8 millions d'âmes, le rejoindrait. À aucun moment, la fratrie ne serait considérée comme directement sous son contrôle, mais en tant que membre le plus important de l'Abdetus Ministorum dans le monde arsenal. Il lui appartenait d'y exercer toute l'influence qu'il jugerait nécessaire. Ses doutes apaisés, il donna sa bénédiction, et les hommes de Mammon se déplacèrent rapidement parmi les pèlerins et les bandes de travailleurs.
prêchant que les ténèbres dont Xaphan les avait avertis avaient désormais pour cible Vrax, et que des légions d'hérétiques et de traîtres s'attaquaient déjà au système voisin. Ils avaient coupé le monde arsenal de l'Imperium, et en quelques heures, la panique s'était installée sur toute la planète, et les rangs de la fratrie militia de Vrax s'étaient gonflés en réponse, comme l'avait prédit Mammon. En parallèle, il avait entrepris de créer un cercle restreint autour du cardinal astral, sachant que dès que leur plan serait connu, il y aurait des représailles. Ces disciples de Xaphan étaient ses plus proches partisans, des hommes qui se battraient jusqu'à la mort pour lui. Mammon avait déjà secrètement rallié les commandants de la garnison de Vrax, l'intendant de la citadelle et les commandants de haut rang de la milice de ce monde, et là où les allégeances ne pouvaient être achetées en faisant appel à leur foi. Les vastes richesses du cardinal astral les avaient rapidement fait céder. Cependant, tous sur Vrax n'étaient pas convaincus. Peu importait ses efforts, Mammon n'avait pas réussi à corrompre la commandante de la force de l'Adeptas Sororitas, qui accompagnait le cardinal de la justice de sa cause. Celle-ci avait fait part de ses soupçons concernant les actions du cardinal astral auprès de ses supérieurs, accusant Xaphan de sédition, frisant le blasphème. Et elle avait même fait annuler le rôle des sœurs en tant que garde d'honneur. De même que les forces de l'Adeptus Arbit avaient également repoussé ses avances. Ces refus ayant ébranlé la confiance de Xaphan, si ces élus de l'empereur ne le soutenaient pas, alors cela signifiait que la croisade n'était peut-être pas souhaitée par l'empereur. Et ainsi pendant des jours, le cardinal astral et le diacre Mammon débattirent de la question. Et finalement, le 5e jour, le cardinal astral, épuisé, concéda et accepta un plan qui non seulement le débarrasserait des incroyants qui se dressaient sur son chemin, mais qui convaincrait tout le monde sur Vrax que le moment était venu de se lever et de se battre. Car, comme Xaphan le craignait, et à juste titre, ses actions avaient déjà été portées à l'attention de l'Ordo Recticus, par le biais de missives envoyées par la commandante des Sœurs de Bataille. Son discours ayant suscité une immense inquiétude, et après consultation des représentants de l'Inquisition, l'ordre fut donné de mettre fin à la vie du cardinal astral, une mesure dangereuse mais nécessaire en raison de sa popularité croissante. Ainsi un agent de l'Inquisition fut envoyé à la hâte sur Vrax, s'infiltrant dans la citadelle en profitant des pèlerins visitant les reliques de Saint Léonis. Il prit position sur la plus haute tour de la citadelle et s'allongea durant 3 jours sur une étroite corniche. Camouflé par une combinaison furtive, il attendait patiemment sa cible. Et, à l'aube du 4e jour, il fut récompensé et sauta sur l'occasion. Il pressa doucement la gâchette de son fusil, et d'un seul tir, il traversa l'ensemble du palais et une colonne de marbre décorative, jusqu'à atteindre le cardinal astral. Malheureusement pour lui, Xaphan ne fut pas mort pour autant. Un brusque éclair d'énergie dorée indiquait la présence d'un champ de réfraction, qui stoppa la balle et lui sauva ainsi la vie. Immédiatement, les disciples de Xaphan l'encerclèrent pour le protéger. 2 d'entre eux moururent immédiatement, alors que les tirs suivants traversèrent leur corps, leur sang éclaboussant le sol du palais. Mais l'occasion était manquée. Abandonnant son équipement et son fusil sur le rebord, l'assassin plongea vers la mince ouverture qui lui avait permis d'accéder à son point d'observation. Et il se dirigea vers l'étroit escalier en colimaçon, afin de repartir d'où il venait. Au cours des quelques instants qu'il eut fallu pour atteindre la porte en bas de l'escalier, la cour fut en effervescence, alors que les disciples de Xaphan se dispersaient en son centre. On avait vu un éclair provenant de la tour, et chacun d'eux se dirigeait vers lui. Alors que l'assassin émergea par l'étroite porte arquée, un jeune acolyte se figea devant lui, surpris par son apparition soudaine. Et ce fut la dernière chose qu'il vit, la balle d'un pistolet lui transperçant la poitrine. Mais cette distraction momentanée avait permis aux hommes de Xaphan de se renforcer en nombre, alors que les sirènes se mettaient à hurler à travers tout le palais du cardinal. Maudissant le retard que l'acolyte lui avait causé, le sniper prit la seule option qui lui restait, et se dirigea vers la porte la plus proche. Il n'avait plus besoin d'être furtif, et il se précipita pour s'échapper, distribuant la mort à quiconque se mettait en travers de sa route. Ses pistolets à la main,
Le sniper tirait à l'aveugle par-dessus son épaule, et 2 disciples de plus tombèrent. Mais toujours plus arrivaient depuis les couloirs et les portes, lui barrant maintenant la route. Désespéré, l'assassin chercha une alternative pour s'échapper. Évitant un nouveau tir, il courut vers la porte fermée, tout en tirant sur ses charnières afin de la briser. Il la traversa. Au-delà se trouvait un vieil escalier qui descendait dans les anciennes voûtes de la basilique, et il sauta dans l'obscurité moite, traversant la crypte remplie de sarcophages. Mais malheureusement pour lui, il était dans une impasse. Un cul-de-sac que les fidèles remplissaient bientôt de grenades et de coups de feu, et ainsi mourut l'assassin. C'était l'opportunité que Mammon avait promis d'offrir à Xaphan, une chance que l'Inquisition lui avait apportée sur un plateau d'argent. À travers toutes les désolations de Vanmer, la citadelle et le port spatial de Vrax, les prédicateurs de Mammon déclarèrent que le grand ennemi était désormais parmi eux, et que leur monde était seul. Pour preuve, le cadavre du sniper défila dans les rues de la citadelle, et des images de celui-ci furent diffusées sur toute la planète. Tous purent voir l'homme qui avait tenté de tuer leur messie, mais qui avait échoué, son acte de trahison ayant été puni par rien de moins que la volonté de l'empereur Dieu lui-même. Mais, prêchaient les disciples de Xaphan, il n'était qu'une marionnette. C'était contre ceux qui l'avaient envoyé que le peuple loyal de Vrax devait être mis sur ses gardes. Les traîtres et les hérétiques avaient infiltré les plus hauts niveaux de l'Imperium. Ils allaient maintenant envoyer contre eux la pleine mesure de leur perfidie. La nouvelle de la tentative d'assassinat avait déclenché des émeutes dans le port spatial de Vrax. Les partisans de Xaphan, terrifiés au-delà de toute croyance rationnelle, pensaient que les ennemis de l'empereur avaient pris pied sur leur monde. Et pendant ce temps, les rangs de la fratrie Militia s'emplissaient, ceux-ci s'armant en prévision de l'invasion qu'ils croyaient être inévitable. Alors que des milliers de personnes marchaient sur les arsenaux de Vrax, la garnison du départemento Minitorum ne put rien faire d'autre que de se tenir à l'écart et de laisser entrer la foule en colère qui en pilla les armes et les munitions. Comme Xaphan et Mammon l'avaient prévu, les escouades de l'Abdetus Arbit furent rapidement mises en place afin de rétablir l'ordre, leurs patrouilles se déployant pour sécuriser des zones vitales. Mais face aux masses qu'elles affrontaient, elles ne pouvaient rien faire d'autre que exacerber une situation déjà explosive. Bientôt, des batailles rangées se déroulèrent dans les rues, et les escouades d'arbitres reçurent l'ordre de se replier dans leur quartier général, tant qu'elles le pouvaient encore. On appela frénétiquement à l'aide la garnison de la citadelle, mais selon les instructions du diacre Mammon, leurs demandes furent refusées. Et ce fut uniquement les sœurs de bataille de l'ordre du linceul d'argent qui répondirent à leur appel. À l'insu de Mammon, la mort soudaine du sniper avait déclenché un dispositif de communication, caché parmi le matériel qu'il avait laissé au sommet de la tour. Au moment où l'appareil avait enregistré sa mort, il avait retranscrit directement à la commandante des sœurs une instruction simple mais claire: tuer l'hérétique. Immédiatement, elles passèrent à l'action, sachant que Xaphan serait déjà sur haute protection, au sein du palais, après la tentative d'assassinat avortée. Elles cherchèrent donc à se lier aux seules forces dont elles savaient qu'elles pouvaient encore avoir confiance et qui avaient l'entraînement et l'équipement nécessaires pour soutenir une attaque contre ces formidables défenses. L'Abdetus Arbit. S'attendant à une forte résistance lorsqu'elles quittèrent leur sanctuaire, les sœurs de bataille furent surprises de trouver sur leur chemin jusqu'aux Arbites des foules errantes qui les laissèrent passer sans rien tenter. Dans la confusion, les disciples de Mammon n'avaient pas encore le contrôle total des foules, et beaucoup d'ouvriers et de pèlerins croyaient encore que les sœurs de bataille, qui s'étaient tenues aux côtés de Xaphan comme sa garde d'honneur à son arrivée, étaient de leur côté. Certains les suppliaient même de les sauver des hordes qui avançaient, et qui selon eux allaient bientôt s'emparer de leur monde. Ce n'est que lorsqu'elles rentrèrent sur la place de la forteresse du district, QG des Arbites, et qu'elles se trouvèrent à 100 mètres de ses portes, que leurs ennemis les rattrapèrent. C'était dans cette zone que les combats avaient été les plus intenses, et de nombreux cadavres jonchaient déjà ce no man's land. Alors que les sœurs de bataille s'avançaient sur ce terrain, les disciples de Xaphan frappèrent. S'infiltrant dans la foule, ils se précipitaient sur la ligne de front, tirant sur les sœurs de bataille à mi-chemin.
Beaucoup de tirs trouvèrent leur cible, mais ne firent que très peu de dégâts sur leurs armures énergétiques, et un seul tir fut assez chanceux pour effleurer le visage de l'une des sœurs. Alors que les gaillards aguerris se retournaient et tiraient sur la foule, les disciples clamèrent que les sœurs de bataille étaient des traîtresses déguisées. À ce moment-là, tout changea. Les milliers de personnes qui avaient assisté à l'attaque ne virent plus les sœurs de bataille comme leurs sauveuses, mais comme des hérétiques à la solde de l'ennemi. Et s'ensuivit une fusillade meurtrière, les sœurs de bataille ouvrant le feu encore et encore, abattant des dizaines et des centaines de personnes, alors qu'elles tentaient de se frayer un chemin vers la sécurité de la forteresse du district. Et derrière eux, résonnaient les tirs de bolteurs et les grenades à gaz de l'Abdetus Arbites, essayant de les couvrir. Depuis les murs, les armes lourdes tiraient à nouveau, tandis que dans la cour de la forteresse, toutes les armes montées sur des véhicules et pouvant être orientées vers le haut furent utilisées. Leurs tirs frappant sans distinction la foule qui devait naguère protéger. Seule la moitié des sœurs de bataille réussirent à rentrer dans la forteresse, les autres ayant été piétinés ou battus à mort par la foule, qui les avait rapidement submergés. Mais, pour celles qui étaient rentrées, il n'y eut pas de salut, alors même que les portes se refermaient et que la foule commençait à escalader les murs. Un coup de tonnerre retentit depuis la citadelle. Personne ne sut qui avait répandu la rumeur que la foule en dessous d'eux était une force traîtresse qui s'était infiltrée dans la citadelle. Mais les artilleurs, qui regardaient la bataille faire rage à leurs pieds, suivirent les ordres de tirer sur la place sans poser de questions. Une pluie de rafales tomba alors de leur position surélevée. Pendant 3 minutes implacables, ils distribuèrent la mort. Lorsque la fumée se dissipa, il ne restait plus grand-chose de la foule ou du QG de l'Abdetus Arbites. Les hommes et les femmes qui avaient eu la chance de se trouver à la périphérie de la place s'étant dispersés, fuyant vers la sécurité relative des rues situées en dessous. Mais tous les arbitres étaient morts, leur quartier étant devenu une tombe fumante. Parmi les sœurs de bataille qui avaient atteint la cour, 6 seulement avaient survécu, leur armure énergétique subissant le pire de l'impact. Sonnées et blessées, aucune ne furent en état de résister lorsque les disciples de Xaphan arrivèrent rapidement sur les lieux, les entraînant enchaînés vers un funeste destin. La plus grande menace pesant sur ses plans neutralisés, Xaphan et Mammon saisirent l'occasion, sous prétexte de faire une apparition pour prouver qu'il avait survécu à la tentative d'assassinat. Xaphan prononça un discours enthousiaste devant ses fidèles, massés en nombre, les exhortant à rechercher et à se soulever contre ceux qui prétendaient suivre l'empereur, qui en réalité le trahissait. Emporté par ces paroles, la foule se déversa sur la citadelle et le port spatial, en se retournant contre tous ceux qui tentaient de résister ou de s'enfuir. Et les premiers à faire face à leur colère sanglante furent ceux qui avaient été stationnés dans les bâtiments de l'administratum de Vrax. Les fonctionnaires furent ainsi jetés dans la foule en colère, qui les mit à mort. La tour du sensorium fut également prise d'assaut, et les astropathes qui s'y trouvaient furent massacrés. La tentative du cœur d'envoyer un appel de détresse dans le Warp ayant été interrompue à mi-chemin. Bientôt, les paroles de Xaphan dépassèrent la citadelle, et se frayant un chemin à travers les désolations de Vanmer, elles déclenchèrent de nombreuses batailles et escarmouches à travers toute la planète, jusqu'à ce que l'ancien ordre eût été éliminé de ce monde, remplacé par celui du cardinal astral Xaphan. Et lorsqu'enfin l'Imperium eut la confirmation que Vrax était tombé, un sombre pressentiment s'empara de ceux qui comprenaient réellement la signification de cette perte. Ce n'était après tout qu'un petit monde de seulement 8 millions d'âmes, une goutte d'eau face à l'immensité de l'Imperium. Mais sa chute avait en réalité des conséquences bien plus terribles. Elle mettait indirectement des milliards de citoyens en danger, en affaiblissant une chaîne logistique vitale du départemental. Les armes de Vrax équipaient les hommes qui protégeaient l'Imperium des hordes du chaos, surgissant régulièrement de l'œil de la terreur. Et qui savait quel carnage se produirait si les régiments de l'Astra Militarum, armés par Vrax, se retrouvaient à court de munitions et d'équipements au moment le plus crucial.
La chute du monde Arsenal fut ainsi une perte importante pour les défenses de l'Imperium autour de l'œil. Et si l'Imperium ne les réintégrait pas rapidement, le tarot de l'empereur indiquait que les forces alliées aux puissances de la ruine pourraient frapper d'autres mondes à proximité du secteur Scarus. Et si elles réussissaient et que d'autres tombaient, alors des guerriers du chaos se rassembleraient, comme des papillons de nuit sur une flamme, pour se joindre aux effusions de sang et aux massacres. Et dans 10 ans peut-être, la perte de Vrax pourrait être l'étincelle qui déclencherait une nouvelle croisade noire. Et on décréta que Vrax devait être reprise, quel que soit le prix. Ainsi lentement se mit en place les acteurs de l'un des sièges les plus sanglants du 41e millénaire, et dont l'humble serviteur que je suis vous contera l'histoire au cours de nombreuses vidéos. Merci à ceux qui auront eu le courage ou la folie de visionner cette vidéo jusqu'au bout. La suite arrivera très bientôt.